C'était à la fin des années 60. J'étais encore petit garçon et je vivais dans ma ville natale de Jinan, en Chine orientale, lorsqu'un jour, j'ai vu un occidental souriant sur une bicyclette verte vêtue comme un ouvrier chinois. J'étais stupéfait. C'était la guerre froide et il n'y avait aucun lien entre la Chine et l'Ouest. C'était la première fois que je voyais un occidental et il me semblait aussi étrange qu'une créature venue d'une autre planète. Il s'appelait James Veneris. Fait prisonnier durant la guerre de Corée, il avait choisi de rester en Chine. Durant le deuxième conflit mondial, Veneris participe dans l'armée américaine à la guerre du Pacifique contre les Japonais. Une fois la paix revenue, il n'arrive pas, comme bien des vétérans, à trouver du travail aux États-Unis. Il s'engage de nouveau et part pour la guerre de Corée en 1950. Le président Truman envoie les troupes américaines en Corée pour mettre un terme à l'expansion communiste. Mandatés par les Nations Unies, les forces américaines et alliées que dirige le général MacArthur écrasent les Nord-Coréens et menacent mon pays, la République populaire de Chine. Le président Mao mobilise une armée de volontaires chinois qui repousse les troupes des Nations Unies au-delà du 38e parallèle. Après 3 ans de guerre, 1,5 million de morts et 2,5 millions de blessés, le commandement des Nations Unies et les forces communistes signent l'armistice le 27 juillet 1953. La Corée reste divisée en 2 pays, le Nord et le Sud. Des 2 côtés, les prisonniers se comptent par milliers. Certains vont refuser le rapatriement vers leur pays d'origine. Ils seront transférés dans une zone neutre où ils disposeront de 90 jours pour revoir leur décision. 23 d'entre eux, y compris Veneris, sont américains. L'un est britannique. Does anybody want to go home? No! Avant l'expiration des 90 jours, 2 Américains, Edward Dickinson et Claude Batchelor, décident de rentrer chez eux. Corporal Batchelor, how did you become a progressive? By reading several of the books that the communists had and newspapers. Gradually, little by little, I began to believe a lot of their charges against the UN side. Well, I never decided to go to communist China. I wanted to get my revenge for my buddies that have been killed and starved to death and what they have done to me. Corporal Edward S. Dickinson, back with us once again here in the free world. Ils n'en sont pas moins traduits en cour martiale et condamnés respectivement à 10 et 20 ans de prison. If I'd return, take a look at what happened to Dickinson and Batchelor, I'd be in the same place they are. More likely up for a death sentence or a prison term. I don't feel it's right. I'd like to see each and every one of you Americans stand up now and oppose McCarthy and his acts. My name is Harold Webb from West Palm Beach, Florida. My name is Aaron Wilson from Urania, Louisiana. This is a very happy moment for me, for now I am free from McCarthyism. Friends, the only way to stop fascism in America is to do as I have done, stand up and fight for our rights. William C. White, Thomasville, Arkansas. For the first time in my life, I've witnessed complete equality. South Koreans, Mexicans, Filipinos, white men, all mixed together. My name is Louis Griggs, and my home is at Jacksonville, Texas. I stayed behind to escape the Red Bait and McCarthy, and to assure that I'll never again have to fight in another unjust war as I did in Korea.
Even if I had wanted repatriation, the fates of Dickinson and Batchelor would have stopped me. My name is Richard Tennyson. I live in Alden, Minnesota. People who hate war and stand up for their beliefs are faced with McCarthy and his fascist gut-control House Un-Americans Activities Committee. I will return someday when I can speak for peace lawfully. That's when I will return. He supposedly has rejected this country, but I don't believe that that was brought about through his own decision. My estimation of this situation is that he's a victim of brainwashing that was brought about through mental as well as physical torture. Les États-Unis sont obnubilés par la menace rouge et pensent que les Chinois ont procédé à un lavage de cerveau sur les prisonniers de guerre américains. Le sénateur Joseph McCarthy crée la commission des activités anti-américaines et diligente une série d'enquêtes. McCarthy table sur l'hystérie collective et déclare que ces 21 soldats sont des traîtres à la patrie. Je n'ai jamais oublié cet occidental sur son vélo vert, et je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à James Veneris et aux autres prisonniers de guerre qui avaient choisi de vivre en Chine. Mais 50 années ont passé depuis qu'ils ont pris cette décision capitale. Après de longues recherches, j'ai retrouvé l'un d'entre eux, David Hawkins, le plus jeune du groupe. Je l'ai rencontré lorsqu'il est revenu en Chine pour la première fois après 47 ans d'absence. Croyez-moi si vous voulez, mais j'ai l'impression de rentrer chez moi, de revenir dans un endroit chargé de souvenirs. Ça a été un moment important de mon existence. Il m'a toujours semblé avoir des affinités avec les Chinois, et j'ai voulu revenir voir les changements. Qu'est-ce que c'est grand? C'est une toute autre ville. À part les panneaux, on dirait les autoroutes à l'entrée de Los Angeles. C'est en voyageant avec Hawkins en Chine que j'ai compris qu'il lui fallait beaucoup de courage pour raconter cette histoire. We are South Koreans, American, and British who love our homes, our people, and our countries. What unites us all is our desire for peace, for real democracy and social equality. Anyone who breathes the word peace in America now becomes at once a communist and an outlaw. But here we have learned much and have caught a glimpse of what man can achieve when he works for the common good and not for personal gain. That goal of happiness and peace can never be reached unless peace is kept. We believe that our greatest task is to keep the peace and win democracy for our people. But if we return, our voices will be silenced. That is why we are here. My guest tonight is the youngest U.S. Army turncoat of the Korean War. You see him behind me. He's David Hawkins of Oklahoma City. The Mike Wallace Interview. 3 years ago, the United States was stunned by an announcement from war-torn Korea. U.S. Army Private David Hawkins and 20 other prisoners of the communists had become turncoats. They had renounced their own country and disappeared behind Red China's bamboo curtain. Dave, first of all, let me ask you this. Another explanation of the turncoats was suggested in the New York Times on August 14, 1955. Most of the turncoats really were not converts to communism, but were themselves guilty of crimes against their fellow Americans in captivity and did not wish to return to face the music. What about that? I don't consider that true. None of the fellows that were with me were... I read some articles also on this, on clippings that we received while in China, that said that a lot of us were guilty of murder or had committed acts of treason while in the camp, or stolen food from their buddies, or was responsible directly for another fellow prisoner of war losing his life. This is not true. J'ai été enrôlé dans l'armée en septembre 49, un mois après mes 16 ans. On est allé en Corée par bateau.
On était à une demi-journée de la frontière chinoise. On essayait de passer la chaîne de montagnes, mais on se heurtait sans cesse à des unités chinoises très nombreuses formées de volontaires. On a été pris dans un échange de coups de feu et j'ai été touché. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un hôpital de campagne chinois. Les premiers mots que j'ai entendus ont été ceux d'un médecin qui me disait « Nous sommes des amis, il ne vous sera fait aucun mal ». Puis sont venus les mois les plus froids de l'année, la période située entre novembre et février. Au cantonnement où j'étais, il devait y avoir dans les 500 GIs. Quand on a rebroussé chemin vers la base, il ne devait pas y avoir plus de 50 survivants. À la recherche des survivants, j'ai rencontré Lynn, la veuve de Clarence Adams. Elle a été la première femme en Chine à épouser un noir américain. Elle vit aujourd'hui à Memphis, dans le Tennessee, avec leur fille Della. I am Clarence Cecil Adams of Memphis, Tennessee. My family and millions of other Negroes, plus myself, have suffered under the brutal attacks of white supremacy and the cruel slave laws of the southern states. These are the reasons why I can't be living happily with my family. Je suis né et j'ai grandi à Memphis, dans le Tennessee. Je viens d'une famille d'ouvriers. Ma mère travaillait dans une blanchisserie et mon père dans une usine de meubles. Il habitait derrière, dans ce qu'on appelle la remise à voiture, au-dessus de la remise. Pendant mes dernières années de lycée, j'ai surtout fait pas mal de bêtises. Avec ses amis, ses potes si vous préférez, il traînait le long de la voie ferrée. Et un jour, un blanc s'est mis à les suivre. Il voulait savoir si on ne pourrait pas lui trouver une femme noire. Nous, on a essayé de le semer, mais il nous suivait en criant « Hé les gars, pourquoi vous voulez pas me trouver une femme noire ?» On avait peur parce qu'on savait bien que s'il lui arrivait quoi que ce soit, on était bon pour la tôle et on n'en sortirait pas de sitôt. On a continué notre route. Un des types se retournait et lui a mis son poing dans la figure. Il s'est effondré, ça nous a épouvantés. On était dans tous nos états, on s'est sauvés. Le lendemain matin, les flics sont venus. Ils ont tambouriné à la porte en demandant qu'on leur ouvre. On sait ce que c'est avec les flics. Mon père était dans la cuisine. Alors sa mère a dit très fort « Skippy n'est pas là !» pour qu'il sache que les flics le recherchaient. Il est passé par la porte de derrière, il a couru le long de la voie ferrée jusqu'au poste de recrutement et il s'est engagé. Je suis entré dans l'armée en 1947. Pour moi, la guerre de Corée a tout changé. J'ai été fait prisonnier le 30 novembre 1950. Je n'ai pas eu de difficulté à retrouver la maison de James Veneris, le premier occidental que j'ai jamais vu dans mon enfance. Après 40 ans de vie commune, sa veuve, Baek Zirong, est restée dans leur ancien appartement, à Jinan. I am James G. Veneris of Hawthorne, California. Under the present conditions in the States, I cannot return. And when peace is established in the world, then I'll come back. You can blame all of this on the reaction in the United States and on McCarthy and his clique. 我在山上里边有一个院儿，一个小空窿，山洞，对，一个山洞里。我在里边哈，他们不知道了，我在那，也盖起来了，我用那个树木。可是以后哈，他们都吃饭了，吃完了饭以后，志愿军来一个志愿军啊，拿一颗烟，都给每一个人一颗烟。志愿军给那些联合国军发烟，对，那是战俘。哎，对了，给他们烟吃，我是烟鬼。我那个洞里边哈，24个钟头没有抽烟，我也顾得慌。我也看了志愿军哈是用钱买的东西，我考虑不如就拿了，不要给他这个钱，你知道给那个农民的钱。哎，我拿我的补偿，
我下来了，我那个志愿军个子可高了。我想原来我想中国人个子都野的，嘿，他看我，他说 ，Do you surrender？ 他说的英文的，你投降了吗？我说我投降了，我投降了，意思是 sit down， 让我坐下，让我坐下 ，have a cigarette， 他就给我一根烟抽，哎呀，可醉了，可劲了。那我知道了。 你这个投降志愿军的做战俘，是为了那根香烟。对，对呀，对。从前申请过要加入中国国籍，好像。Mon père a voulu obtenir la nationalité chinoise, mais pour des motifs inconnus, elle ne lui a pas été accordée. Et puis, juste avant sa mort, on nous a dit que sa demande allait être acceptée, mais il était trop tard. 昨天他说他想入党，我得保他什么中国。Il disait toujours qu'il aurait voulu adhérer au Parti communiste chinois parce que les Chinois lui avaient sauvé la vie. Il leur en était très reconnaissant. Il a failli mourir en Corée. Les Chinois l'ont bien traité. Il ne l'a jamais oublié. En 1950, un an après la fondation de la République populaire de Chine, l'armée chinoise constate le nombre important de soldats occidentaux faits prisonniers. Elle doit prendre des mesures. Des centaines de jeunes diplômés sont alors mobilisés pour servir d'interprètes et d'instructeurs. Quand les Chinois sont arrivés et qu'ils ont fait autant de prisonniers qu'ils pouvaient, ils n'avaient nulle part où nous garder et rien à nous donner à manger. Beaucoup de prisonniers mouraient de malnutrition. Les blessés n'étaient pas soignés. De fait, c'était chacun pour soi. Au cours des premiers mois, dans chaque unité, il mourait 2 à 3 prisonniers par jour, ce qui fait une douzaine de décès par jour dans chaque camp. La mortalité était très élevée. Les médecins et les infirmières de l'équipe médicale travaillaient très dur pour sauver des vies. Si on se mettait à penser au retour, ou encore au hamburger ou au steak alors qu'on n'avait à boire que de l'eau fraîche, c'était le début de la fin. Ils ignoraient tout de notre politique et ne savaient pas ce que nous allions faire d'eux. Si nous allions les tuer, ou les mettre aux travaux forcés, ou bien les empêcher de rentrer chez eux et les garder en Chine à tout jamais. Ils étaient très inquiets. Mon supérieur m'a demandé de lire le règlement aux prisonniers de guerre. Cela commençait par « Chers étudiants ». J'étais très surprise, parce que pour moi, il s'agissait de détenus, et c'était nous qui les avions fait prisonniers. Mais mon supérieur m'a dit « Ce sont des étudiants, et vous, vous êtes des instructeurs ». Étudiants. Ils nous appelaient prisonniers de guerre, mais c'est vrai qu'on était un peu comme des étudiants. On était sous leur garde. Mais je n'ai jamais assisté à aucun mauvais traitement dans ce camp. Jamais. On essayait de faire comprendre aux prisonniers de guerre que le capitalisme allait s'effondrer et que le socialisme allait gagner. Pendant la première année, on assistait à des cours tous les jours. On avait beau se cacher, ils venaient nous trouver et il fallait qu'on aille sur la colline. Mais au bout de quelques mois, on s'est aperçu que pour la plupart des prisonniers de guerre, pareille théorie était intenable, inacceptable. Le Premier ministre nous a dit « Pas trop de cours magistraux, pas trop d'instructions politiques. Concentrez-vous sur l'opposition à la guerre et le parti pris de la paix. » Alors on a changé de tactique et on leur a dit qu'il s'agissait là d'une guerre inutile, d'une guerre sale. Et certains prisonniers de guerre se sont mis à penser que le gouvernement américain n'aurait peut-être pas dû s'engager dans cette guerre.
Tout le monde a signé une pétition pour la paix. Et on se demandait ce qu'on faisait à 8000 km de chez nous dans une guerre dont on n'avait à l'origine même pas idée de l'endroit où elle se déroulait. We had no business over there. And I actually felt that way. And do you still feel that way? That we were wrong to go to Korea? Yes. When I say we, that the United Nations was wrong to try to contain communism there, that President Truman was wrong? I think it was a mistake still. Why so? I don't think that we have the right to interfere in a civil war of another country to try to stop it when it's not even close to our own shore. You believe now that that was a civil war? Yes, I think it was a civil war. Il n'y avait pas tellement de friction entre nous et les Chinois qui nous avaient fait prisonniers. Ils disaient qu'ils ne comprenaient pas le mode de vie américain et qu'il leur fallait des volontaires pour expliquer ce qu'on voulait. Alors j'ai dit, bon, d'accord, je me porte volontaire. J'ai demandé des équipements de loisirs et si on pouvait avoir un endroit où se réunir. J'ai expliqué que certains d'entre nous étaient croyants et voulaient savoir s'ils pourraient pratiquer leur religion. À propos de la nourriture, j'ai demandé si l'on ne pourrait pas nous laisser cuisiner à notre manière. Et ils ont accepté tout ce que je leur demandais. 2 mois et demi, 3 mois plus tard, ils ont apporté des battes de baseball, des ballons de foot et on s'est entraîné tous les jours pour retrouver la forme. On a démoli ce qui restait d'une usine japonaise et on en a fait notre terrain de jeu. Plus tard, on s'est monté une vraie maison pour notre club. On avait notre propre club. On a même eu ce qu'ils ont appelé les Jeux olympiques internes. Quand j'ai découvert ces archives, je n'en croyais pas mes yeux. C'est le seul camp de prisonniers de guerre de toute l'histoire à avoir jamais organisé des Jeux olympiques. J'ai assez vite été considéré comme un contestataire parce que je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Alors quand on me l'a demandé, j'ai accepté de jouer le rôle de préposé au courrier. Je recevais les lettres pour notre unité et je les distribuais. Je m'occupais aussi du panneau d'affichage et comme je savais taper à la machine, c'est moi qui couvrais les Jeux olympiques internes pour notre journal. Et je suis resté au camp des prisonniers jusqu'à la fin de la guerre. Puis les Chinois m'ont envoyé faire des études. Ensuite, ils m'ont renvoyé au camp pour donner des cours. Et j'ai donné des conférences sur le capitalisme, l'impérialisme, l'histoire du développement social. Moi qui n'avais aucune idée là-dessus à mon arrivée au camp, je donnais des cours aux autres prisonniers. Quelqu'un est venu me voir et me dit que ce serait bientôt fini. Apparemment, l'accord de cessez-le-feu prévoyait que les prisonniers de guerre qui ne voulaient pas rentrer chez eux pouvaient choisir un pays et aller où ils voulaient dans la mesure où le pays en question les acceptait. Il se trouve que 21 Américains ont choisi d'aller en Chine. On m'a souvent demandé pourquoi. You became a turncoat. You renounced your country. Why? What did you have against the United States? Well, Mike, it wasn't actually that I had something against the United States. We did spend over 3 years in captivity. I was captured only 17 years old. And I underwent the mass indoctrination program that the Chinese instigated in the camp. And there was a lot of things that they told me that sounded to me like common sense. J'ai choisi la Chine pour plusieurs raisons. Étant donné le contact étroit que nous avions eu, je m'étais mis à me poser des questions sur le communisme, sur ce que ça voulait dire. C'est un fait établi que tout homme veut améliorer sa situation, faire quelque chose de son existence. Or, les autorités du camp m'assuraient que les Chinois ne pratiquaient pas de discrimination, que c'était contre leurs principes.
C'est quelque chose qui m'a aidé à prendre ma décision. Je me suis renseigné sur le mariage et j'ai demandé si je pourrais épouser une Chinoise. Ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de femmes chez eux, qu'il n'y avait qu'à leur plaire. Alors on a quitté la Corée. On a pris le train et on est allé en Chine. Et puis, à notre arrivée, il y a eu un banquet monstre en notre honneur. Vraiment, de toute ma vie, je n'avais jamais vu autant de nourriture. Une table superbe et d'une longueur, couverte de tout ce qu'on pouvait imaginer. Vraiment de la bonne cuisine. Quand ils arrivent en Chine, ces 22 prisonniers sont pleins d'espoir. Ils sont invités au défilé du 1er mai 1954 sur la place Tiananmen et traités comme des personnalités. Quatre ans après la création de la République populaire de Chine, l'heure est à la construction d'une société socialiste nouvelle et démocratique. Je me déplaçais tout le temps à vélo. Là-bas, il faut rouler un peu comme on conduit une voiture, de façon à ne pas se faire renverser. À part ça, c'est à peu près pareil. Plus de gens, plus de voitures. J'avais l'habitude de venir ici assez régulièrement avec des amis russes du club de Chine. Mon Dieu, c'est vraiment comme rentrer chez soi, c'est mon retour. Ça a été mon école ici pendant 2 ans et demi. David Hawkins et 6 des anciens prisonniers de guerre étudient à l'Université populaire de Pékin. On les appelle les combattants de la paix. Il y avait Adams, Clarence Adams. Il y avait Howard aussi. Et qui d'autre? Ah oui, Sullivan. J'ai commencé mes études à l'Université populaire de Chine où j'ai suivi 2 ans de cours préparatoires. Au départ, on ne parlait pas chinois. Alors on a commencé par des cours de langue et d'histoire de Chine. L'histoire du Parti communiste chinois, du Parti communiste russe, du Parti communiste soviétique. Tu vas y aller, oui? C'est fou ce que ça s'est étendu depuis mon époque. James Veneris restera 20 ans dans cette usine de papeterie dans ma ville natale de Jinan.我从小的时候，我的祖父、我的爸爸、我们都是工人，所以我不知道别的，体力劳动干活。老跟你说，
Vénéris était un très bon ouvrier, très habile. C'était un des meilleurs tourneurs de l'atelier. Il s'entendait bien avec tout le monde. Il était très drôle, il avait toujours le mot pour rire. C'était l'un des nôtres. Il m'a fait très bonne impression quand on a été présenté. J'avais déjà 4 enfants. Il les aimait beaucoup. À chacun de nous, il a offert un badge du président Mao. Ce dont je me souviens le plus à propos de mon père, c'est que, alors que des gens lui conseillaient de rentrer aux États-Unis, il préférait rester en Chine. À la fin, mon père m'a souhaité bonne chance aux États-Unis. Je savais que je pourrais gagner plus d'argent ici. Mais il a insisté pour que je n'entre jamais à l'armée. Là-dessus, il était inflexible. Pour lui, les soldats n'étaient que de la chair à canon. Jusque-là, les Chinois étaient arrivés à répondre à toutes mes demandes. Ils m'ont donné la possibilité d'étudier et je suis allé à l'université de Wuhan. C'est la première fois que je voyais un noir en chair et en os en Chine. Avant, je n'avais vu des noirs que dans les films. Nous nous sommes rencontrés en 1957 et on est sortis ensemble pendant 7 à 8 mois. On s'est fréquentés pendant à peu près 1 an, puis on s'est mariés. Dans les montagnes où se trouvait ma faculté, on se demandait à quoi allait ressembler le bébé. Certains disaient qu'il serait à carreaux, d'autres qu'il serait blanc d'un côté, noir de l'autre, ou qu'il ressemblerait à un zèbre. Cela se passait pendant ces années où les gens n'avaient pas grand-chose à manger, parce que la Chine devait payer une dette colossale à l'Union soviétique à cause de la guerre de Corée. On m'a proposé des rations supplémentaires, mais je pensais que, étant en Chine, je n'avais qu'à vivre comme les autres, et j'ai décliné cette offre. Quand la pêche avait été bonne, le pêcheur volait des poissons et me les donnait pour que je puisse faire de la soupe à ma fille. Il y avait aussi ce fermier qui avait une famille nombreuse à nourrir et qui, quand une poule pondait un œuf, venait me l'apporter. Voilà comment se comportaient les petites gens. La Croix-Rouge l'a informé qu'il irait à Pékin et ferait des travaux de traduction pour la presse en langue étrangère. Je n'avais que 2 ans quand nous avons déménagé à Pékin en 1961. Nous avions un très bel appartement dans une résidence pleine de gens comme nous. Toutes sortes de gens, des Noirs, des Blancs, des Africains, des Britanniques. Ils venaient chez nous et on faisait la fête jusqu'à tard dans la nuit. Je ne sais pas combien gagnait mon père, mais c'était 3 ou 4 fois le salaire du Chinois moyen. Il était arrivé à établir des contacts avec le bureau à Pékin de La Voix de Hanoï. Il écrivait des discours radiodiffusés destinés aux soldats noirs qui combattaient au Vietnam, les incitant à rentrer chez eux afin d'y lutter pour l'égalité raciale et pour leur propre liberté. Je pense qu'il s'est beaucoup investi pour la paix dans le monde et la compréhension entre les peuples. Mais tenter de vivre dans une culture aussi différente représente une vraie difficulté pour ces jeunes gens. Et plusieurs d'entre eux vont se décourager. William C. Coward, 22.
Louis W. Griggs and Otho G. Bell, 24. Young Americans who converted to communism during their captivity in Red China, only now to recant. The three turncoats face Army authority under a 1950 law which permits trial for serious offenses committed while in service, allegedly helping prepare enemy-sponsored propaganda, soliciting a general officer of the Army to desert, informing on fellow prisoners, and other charges. They're whisked off to Stockade, their fate to be decided with the justice they know exists in the land they had renounced. Trois Américains choisissent de travailler en Chine rurale dans une ferme d'État. Wu Dashu, leur délégué de la Croix-Rouge chinoise, se souvient d'eux. Le pays, l'environnement, tout cela était entièrement nouveau pour eux. Rien ne leur était familier. Le soir, il n'y avait pas de bar où ils auraient pu aller, pas de boîte de nuit, pas de concert. Et sans doute le fait qu'ils n'arrivaient pas à se faire de petites amies a-t-il joué un rôle considérable. À l'époque, nous craignions beaucoup qu'en s'en allant, ils ne donnent une image négative de la Chine. Mais nos dirigeants nous ont dit que même s'ils disaient du mal de nous après être rentrés chez eux, cela n'aurait pas d'importance. Il régnait un tel sentiment anti-chinois de par le monde que quelques mots de plus ou de moins ne compteraient guère. Turncoat Richard Tennyson, flanked by Red Cross officials and local police. He is one of 21 former American PWs who refused repatriation in Korea and chose to live in communist China. The 22-year-old turncoat takes his first steps of freedom en route home to Alden, Minnesota. La plupart des anciens prisonniers de guerre quittent la Chine avant 1966, mais ils doivent se rendre à cette évidence. Ils ne sont pas les bienvenus aux États-Unis. Ils ont tous du mal à trouver du travail, et 2 d'entre eux seront internés dans des hôpitaux psychiatriques. Bien sûr, les ambassades nous ravitaillaient en whisky, et moi je faisais ma petite cuisine à moi, une cuisine de chez nous qui tient au corps. Quand ils l'ont su, cela a attiré les ambassadeurs. Ils fournissaient l'alcool et moi les plats. C'était le bon temps. Apparemment, les Chinois n'appréciaient pas ce genre de fréquentation. Ils m'ont demandé de laisser tomber. Je voyais bien que les relations avec eux n'étaient pas au bout fixe. La Croix-Rouge lui a dit d'aller travailler en usine comme Vénéris. Alors il a répondu, « C'est bizarre ça, pourquoi est-ce que je changerais de job ? Et mon chinois alors, je l'oublie ?» Les Chinois ont une façon bien à eux de vous faire savoir ce qu'ils pensent de vous. Quand on est arrivé en Chine, ils nous ont appelés camarades. Au bout de quelques années, ils sont passés du camarade au combattant de la paix, ce qui est l'échelon le plus bas. Avec le camarade, vous êtes l'un des leurs. Avec le combattant de la paix, vous devenez n'importe qui luttant pour la paix. Et puis, ils se sont mis à me donner du Mr. Adams. Et là, j'ai su que je n'étais plus du tout dans le coup. Devenir un monsieur est la pire chose qui puisse vous arriver. Peu avant la révolution culturelle de 1966, Clarence Adams pense qu'il serait plus sage de rejoindre sa famille à Memphis, dans le Tennessee. À ce moment-là, ma femme ne voulait pas venir, parce que l'image qu'elle avait de l'Amérique était très mauvaise. C'était pour elle un endroit épouvantable, où régnait la discrimination et le crime, ce qui n'est pas faux. Il m'a fallu un certain temps pour la convaincre. On est allé à San Francisco. Tous les jours de bon matin, des hommes venaient chercher mon père. Plus tard, bien sûr, j'ai compris que c'était la CIA, ou le FBI peut-être, quelque chose comme ça. Dans les années 60, pendant la Révolution culturelle, de jeunes gardes rouges tenteront d'arrêter Vénéris en l'accusant d'espionnage au profit de l'Amérique. Ses camarades de travail le défendront,
et le Premier ministre Chou En-lai en personne le déclare combattant international pour la paix. How are you? See you later. I love you. I love you too. 哎，你不给我碰杯吗？哎呀，这么多年，31年了，一块儿了。 Après 2 ans d'études à Pékin, Hawkins décide en 1956 de devenir chauffeur routier et la Croix-Rouge chinoise lui obtient un emploi dans une usine de pièces détachées pour automobiles dans la ville de Wuhan, en Chine méridionale. Oui, c'est ici que j'ai vécu et travaillé pendant plus d'1 an. Le nom de l'usine de pièces détachées de Wuhan était inscrit de part et d'autre. J'arrêtais mon camion ici pour laisser descendre les ouvriers. À certains endroits, il y a toujours les machines, on voit les tours. Je crois bien que c'est ici que travaillait Sullivan, dans un de ses ateliers d'usinage. Comment ça va? Depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour. Ça en fait un temps. Lui, c'était mon meilleur ami. Ça, c'est un entrepôt. Oui. Et ça, c'est le garage. Oui. Mais le garage a été détruit. Alors on a reconstruit. Tu peux garder cette photo. David Hawkins m'a expliqué pourquoi, après 7 ans d'absence, il avait choisi de retourner aux États-Unis en 1957. J'étais resté absent assez longtemps, et puis le climat n'est pas le même. Il change beaucoup d'ailleurs. Alors je me suis dit qu'il était temps de rentrer, et que je n'avais qu'à affronter ce qui allait se présenter. Let's try to find out tonight, among other things, why he became a turncoat and why he returned home just 4 months ago. Personally, I went to China to compare what I'd heard with what they actually practiced in China. I went because I was very curious by nature. What had you heard? Well, only what our Chinese captors had told us, how great they were working toward socialism and the great strides that they were taking in bettering the life of the Chinese people who for so many thousands of years had lived a life of oppression under various governments and was backward. And well, why did you feel this sense of identification, of wanting to know about them? Had you not been told by our own army? No. They never discussed the Chinese? No. They never told you what to expect? Were you to be captured? Yes, they said we'd be killed. Did you hear about the Soviet Russians and what they did in Hungary? That was the main thing that definitely made me take the step to return to the United States. And when you made up your mind to come back to the United States, did they stand in your way? Did they try to persuade you to stay? No. Can we be sure that you yourself have not been sent back here in some manner to work on behalf of the Red Chinese? You wouldn't know for sure. Do they believe in our freedoms? No, to them, it's much different. And we have an aggressive government that's always hunting for war. And do you believe that the United States should recognize Red China? Personally, I think they should. Why?
It's a very big thing. They have a very large land area. They have 650 million Chinese population, and it's like saying there's a big elephant in front of you, and you say he's not there until he becomes powerful enough to step on you. Do you expect that they will become powerful enough to step on us? I have no doubt. Our economies are so close together. Nos deux économies sont si proches. Nous sommes bien obligés de sympathiser parce que si on ne coopère pas, nos deux économies en pâtiront. Quand je suis rentré aux États-Unis, on m'a parfois demandé comment j'avais été traité. Je ne voulais pas dire quelque chose qui aurait pu m'attirer des ennuis, mais je ne voulais pas mentir non plus et prétendre que les Chinois m'avaient maltraité, parce que ce n'est pas vrai. Ils m'ont traité comme un des leurs. Nous te sommes très reconnaissants d'être revenu nous voir. Au bout de 15 ans, c'est extraordinaire, on en a de la chance. Merci. Merci de m'avoir reçu. Thank you for having me. Thank you. Thank you, man. Bye-bye. Clarence Adams rentre auprès de sa famille dans sa ville natale de Memphis, après avoir vécu une expérience hors du commun pendant 12 ans. À mon retour en Amérique, on ne peut pas dire que j'ai été le bienvenu. On a vraiment eu des moments difficiles quand on est arrivé. Je n'arrivais pas à trouver de travail. En fait, les médias avaient sali ma réputation et tout le monde se détournait de moi. Même mes anciens copains de classe avaient peur de moi. Pour eux, j'étais un rouge. Et bien sûr, plus tard, j'ai été assigné en justice. J'ai dû aller à Washington où on voulait me juger pour trahison. Il voulait acquérir des connaissances, recevoir une formation, avoir ses chances. C'est ce qu'il leur a dit à ces gens, ces sénateurs qui l'ont traîné en justice. Il leur a dit, alors parce que je suis noir, je n'ai pas le droit de gagner ma vie. Vous êtes allés partout où vous vouliez, vous avez fait ce qui vous plaisait, vous avez gagné ce qu'il vous fallait. Et sous prétexte que je suis noir, je ne peux pas en faire autant, je ne peux pas améliorer ma situation. Il avait tous les droits. Clarence Adams tenait un restaurant Chop Suey à Memphis, sur Elvis Presley Boulevard. À 70 ans, il est mort dans les bras de sa fille. En 1972, la visite du président Nixon en Chine met fin aux hostilités entre les deux pays. Les États-Unis ne sont plus des ennemis. Et Veneris peut enfin rendre visite à sa famille américaine après une séparation de 26 ans. James Veneris a vécu et travaillé en Chine pendant un demi-siècle. Il a été aimé et respecté de ses collègues autant que de ses camarades d'études. Il est devenu pour tous un symbole de solidarité internationale. Il n'est pas mort, il a seulement disparu. Eh bien, Veneris, mon vieux pote, moi qui étais sûr de te revoir, mais je te suis de près. Je regrette vraiment de n'avoir pas pu venir lui rendre visite de son vivant.
Dors bien, mon vieux. À bientôt. Je me demande si je ne pourrais pas être son grand-père. Comme ça, j'aurai des petits-enfants chez moi et des petits-enfants en Chine. Sacré tour du monde, non? La plupart des 22 prisonniers de guerre ont aujourd'hui disparu. Ils ont été considérés comme des traîtres et des renégats. Ils ont été exclus de l'armée pour conduite déshonorante. Ils ont perdu leurs illusions. Rentrés chez eux, ils ont dû lutter âprement pour gagner leur vie. Mais pour moi, ce sont des héros qui ont tenté de jeter un pont entre des ennemis. Je ne les oublierai jamais. We're not going back to the country we love because the humble but sincere effort we have put forward as prisoners of war of the Korean and Chinese side to the cause of peace would only bring us unmerciful persecution at the hands of a few peace haters now ruling the states. We not only want peace, but we want to fight for it.